Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capital culturel, c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissance, d'expression, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des modes, des manières de travailler, par exemple. C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. Est-ce que si on travaille bien à l'école, on a plus de chances de s'en sortir dans la vie en société ? D'après Bourdieu et son collègue Jean-Claude Passeron, les choses sont un peu plus complexes. D'abord, nous ne sommes pas égaux face à ce qu'on appelle la culture. Quand nous parlons de culture, nous parlons de pratiques humaines, du savoir, des rapports au langage, du rapport à l'art. Un être cultivé, c'est un être civilisé. Alors, Bourdieu invente le concept de capital culturel, qui est fondamental pour comprendre sa pensée. Nous avons vu précédemment que nous ne naissons pas les mains vides. Nous naissons dans un environnement social structuré et nos parents, et ceux qui s'occupent de nous, nous laissent d'ores et déjà un capital économique. La maison dans laquelle on grandit, les vêtements qu'on a les moyens de porter, la nourriture qu'on a les moyens de manger. De la même manière, notre environnement nous donne un héritage culturel, l'accès aux livres, l'accès aux objets d'art ou aux lieux dédiés à l'art, l'accès à la technologie. Tout ça, ce sont des choses liées au langage et au savoir. Ce ne sont pas tellement des choses que l'on pourrait quantifier, comme on peut quantifier le capital économique. Néanmoins, le capital culturel va marquer considérablement les écarts entre les personnes, les groupes de personnes, pour ne pas dire certaines classes sociales. Pour le cours d'aujourd'hui, notre question sera, dans la vie pratique, qu'est-ce que ça change, le capital culturel ? Nous avons dit que la culture était une affaire de langage. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que la langue qui est parlée et exigée à l'école, c'est la langue que vous entendez et que vous parlez à la maison ? Si c'est le cas, vous correspondrez bien plus facilement aux attentes des institutions et vous en serez récompensé. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mal de chien à combler l'écart entre le langage académique et le langage quotidien. Et donc mes copains, par exemple, quand ils jouaient au foot, ils disaient « Oh, si tu m'aurais passé la balle, j'aurais marqué !» Moi, je disais « Mussiez-vous passer la balle ?» Passé antérieur, deuxième forme. Que jusqu'en rue du verbe croître dans ma technique footballistique. Les nanettes dans la cité, elles m'appelaient l'intello. Aujourd'hui, on dit le bouffon. Première démonstration de la théorie de Bourdieu et Passeron, dite théorie de la reproduction sociale. C'est-à-dire, l'école ne cherche pas à mettre tous les élèves sur un pied d'égalité, mais à reproduire, voire accroître ces inégalités. Comme l'école exige un bagage culturel que tout le monde ne peut pas avoir, une fois que deux personnes issues de deux milieux sociaux différents où on n'a pas le même rapport au langage se retrouvent dans la même classe face au langage du prof, la personne favorisée par l'institution est celle qui a déjà le bagage culturel exigé et non pas celle qui ne l'a pas. Victorine, qu'est-ce qui se passe ? Je parle. Les gens y croient n'importe quoi, faut tout leur expliquer. On dit pas les gens y croient, merde. Les gens ne peuvent pas croiver. On dit pas quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Eh ben moi je le dis. Les inégalités sociales et les rapports de pouvoir provoquent des inégalités de transaction autant du point de vue du capital économique que celui du capital culturel. Avec le capital économique, pour s'émanciper de sa condition de salarié, il faut beaucoup de prise de risque, de chance ou de malice. Même chose avec le capital culturel, si on a envie de s'émanciper de sa condition d'inculte ou d'analphabète, soit dit entre gros guillemets. Car oui, de même que nous ne sommes pas tous égaux face à la culture, toutes les cultures ne sont pas égales face à la pensée dominante. On appelle ça la culture légitime, et de la même manière, la légitimation par la culture. Il ne suffit pas d'être cultivé, il faut également avoir la bonne culture, la culture reconnue et validée par les instances de pouvoir. Quand nous disions en début de cours qu'il y a une différence entre le langage parlé à l'école et le langage parlé à la maison, nous voulions surtout mettre en évidence qu'il y a un langage plus légitimé socialement qu'un autre. Nous pourrions dire que les deux langages se valent, qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les deux, mais l'école a aussi pour fonction de normaliser le langage et ainsi de légitimer la culture. Pourtant, la culture non officielle est aussi intéressante que la culture officielle, mais cela peut prendre beaucoup de temps avant qu'un capital culturel ne devienne légitime pour les instances de pouvoir. Il n'y a qu'à voir comment certains éditorialistes, que nous ne citerons pas, décrivent le rap comme une sous-culture d'analphabètes.
avec un sale accent, pas de salam alek. Me dit Hassan l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamanrasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères comme un malade mental. J'ai mal à la tête, je cavale en Stan Smith, Adidas, jeans 501, savage mental. Ici c'est v'là l'attentat. Pour quelques 12 de plus, y'a des carnages dans l'air. Cette France me désintègre, on classe arabe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et des fast-food au bled. C'est la djellaba et les sandales, Doujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, je m'emmerde et je pèse que dalle. Ça se bat la frambade, mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. C'est sans doute là que le capital culturel devient crucial. En effet, la logique de la culture légitime est fondamentalement colonisatrice. Il y aurait une bonne culture, la culture académique, la culture de l'école, et une mauvaise culture, la culture populaire, la culture sauvage, la sous-culture. Aussi, une culture qualifiée par les dominants de sous-culture peut elle-même se faire récupérer par ces mêmes classes dominantes. On appelle ça l'appropriation culturelle, c'est-à-dire l'exploitation de la culture de populations dominées par des populations dominantes. Et c'est une continuation de cette logique colonisatrice. La culture peut donc avoir une fonction oppressive, d'institution, de normalisation, de discrimination, comme elle peut avoir une fonction émancipatrice, de résistance, quand de véritables populations se mettent à apparaître, à rendre visibles des personnes, des communautés, des problèmes sociétaux, autour d'une autre culture. Si on n'a pas conscience de sa propre culture, c'est parfois qu'elle est rendue honteuse, notamment par le biais de la culture dominante. Même si le capital culturel en lui-même ne constitue pas un bien monnayable sur le marché, il y a des pans entiers de la société qui peuvent vous être interdits si vous n'avez pas le capital culturel requis. Nous sommes tous des êtres de culture. Il nous reste à savoir laquelle, et si notre culture c'est une culture bien visible, ou si elle est rendue invisible. En prendre conscience, c'est se donner la possibilité de mettre cette culture au service du politique. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.